Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Tout d'abord, les titres. Bonsoir. C'est un drame de plus que le Burkina Faso a vécu hier dimanche. Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 blessées lors de l'attaque d'une église dans le nord du pays. Cette tuerie attribuée à des djihadistes s'est déroulée lors d'un culte dominical dans le village de Panzi, dans la province de Yaga. Cette multiplication des attaques inquiète les Burkinabés. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, a recueilli quelques-uns de leurs commentaires. Cette fois-ci, c'est une église qui a été la cible des terroristes. En plus des victimes civiles, le pasteur y a également trouvé la mort. On compte près de 18 blessés. Dans la capitale, c'est un sentiment d'impuissance qui s'installe. Les populations réclament une solution, quel qu'en soit le prix. Le gouvernement peut collaborer avec les terroristes afin de remédier au terrorisme. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à tuer des gens qui n'ont rien à voir dans la politique? Mais les solutions qu'on peut proposer, bon, peut-être essayer de discuter avec ces gens-là et puis voilà, voir est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait attaque dans les 4 coins du Burkina Faso, particulièrement au Sahel. Donc à ce moment, je peux dire que le gouvernement doit prendre ses dispositions en mettant les moyens aux forces de sécurité et de défense afin de venir à bout de leur mission. Mais selon les analystes, il y a une certaine montée en puissance des forces de sécurité. Cependant, la cible des attaques a changé. Aujourd'hui, la cible a changé, on peut le dire pratiquement, parce que depuis un certain temps, on a vu que soit c'est des lieux de culte qui sont attaqués, soit c'est des religieux, notamment des pasteurs, des prêtres qui sont enlevés. Il y a 4 jours, 6 personnes ont été tuées dans cette même localité, le Yaga, par les terroristes. Ils ont fait irruption dans la ville de Seba et procédé à des enlèvements. Depuis fin 2015, les attaques ont fait au Burkina au moins 600 morts selon les autorités. Le gouvernement dit tout mettre en œuvre pour arriver à bout du fléau. Mais vu la violence des dernières attaques, les populations ont du mal à en voir les fruits. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le président sénégalais Macky Sall ont principalement échangé sur la question des 106 millions de dollars d'aide à la sécurité que Washington a promis depuis 2014, ainsi que sur la réduction attendue des forces américaines en Afrique. Par ailleurs, le diplomate en chef n'a pas manqué de souligner au cours des discussions que le Sénégal est l'un des amis les plus proches des États-Unis. C'est le début de mon premier voyage en Afrique subsaharienne en tant que secrétaire d'État. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer cette tournée au Sénégal, une démocratie riche en culture et en histoire. Les États-Unis sont fiers de compter le Sénégal comme un de leurs amis les plus proches sur le continent. La croissance économique, le commerce et l'investissement dans un continent dont la population devrait doubler d'ici 2050, mais aussi des préoccupations en matière de sécurité étaient à l'ordre du jour. Nous avons eu beaucoup de conversations sur les problèmes de sécurité ici. Nous avons dit clairement que le ministère de la Défense se tournait vers l'Afrique de l'Ouest pour nous assurer que nos niveaux de force étaient corrects. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, a déclaré que la visite de M. Pompeo est l'occasion de solliciter une présence militaire américaine, notamment dans les domaines de la formation et du renseignement. Nous avons les hommes qu'il faut. Il nous manque certainement des informations. Il nous manque certainement des équipements. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a quitté le Sénégal lundi et poursuit sa tournée africaine en Angola et en Éthiopie. C'est le grand bénéficiaire des primaires du New Hampshire. Depuis, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, surfe sur la vague du succès. Cette victoire est le début de la fin pour Donald Trump.
Sanders compte sur des électeurs comme Pat Delzell, progressiste et engagé. Bernie Sanders est le candidat dont les mots résonnent à la fois dans mon cœur et mon âme. Juste derrière Sanders, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar. Arrivés second et troisième lors des primaires du New Hampshire, ils comptent sur un électorat modéré comme Seth Window. Je suis à la recherche d'un candidat pouvant affronter Donald Trump et j'ai l'impression qu'Amy Klobuchar a démontré son aptitude à le faire lors du débat. Selon Julie Pace, ce schisme entre progressistes et modérés va jouer dans le dénouement des primaires démocrates. Klobuchar et Buttigieg sont tous les deux modérés et cela suggère qu'il y a un grand pourcentage de l'électorat, du moins celui du New Hampshire, qui penche vers un candidat modéré. L'ancien maire de New York et milliardaire Michael Bloomberg a grimpé dans les sondages grâce en partie aux publicités télévisées. Il devrait être candidat aux primaires dès le mois prochain. Je suis celui qui peut battre Donald Trump et je pense que la chose la plus importante pour ce pays est de changer le locataire de la Maison-Blanche. Mais Sanders envoie déjà des pics à Bloomberg. À ce stade de la campagne, nous affrontons les milliardaires et les candidats financés par des milliardaires. 14 États organiseront des primaires lors du Super Tuesday le mardi 3 mars. Pour l'instant, le camp démocrate se concentre sur les 2 prochaines primaires du mois de février, le caucus du Nevada et la primaire de la Caroline du Sud. L'épidémie maintient le monde en alerte avec près de 800 cas de contamination confirmés ce lundi dans une trentaine de pays hors de Chine continentale, dont un premier sur le continent africain, en Égypte précisément. La personne non égyptienne est en quarantaine. En Afrique de l'Ouest, où aucun cas n'a encore été détecté, les pays du bloc régional de la CEDEAO viennent de décider à Bamako de renforcer leur coopération. Aujourd'hui, on part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà. Ailleurs sur la planète, les efforts se poursuivent pour endiguer la propagation. Quelques 300 Américains du paquebot contaminé par le coronavirus au large du Japon ont été évacués aujourd'hui. Un premier avion a atterri en Californie. Parmi eux figurent 14 cas positifs. Les rapatriés devront observer une quarantaine. Mais c'est un autre navire de croisière américain qui amplifie les craintes de propagation à l'international. Des centaines de passagers du West Dam ont été autorisés à débarquer la semaine dernière au Cambodge, alors qu'une Américaine de 83 ans, qui était également à bord, a été testée positive. L'opérateur américain du navire continue de traquer les voyageurs, désormais éparpillés au Cambodge. Dans les serres automatisées d'Amadou Sidibé, les fraises poussent à longueur d'année. Un petit miracle dans un pays où le changement climatique menace environ 80% de la population et où l'agriculture représente 35% du PIB. Contrôlée par l'intelligence artificielle, cette serre est la première du genre au Mali. Je me souviens quand je suis entrée ici pour la première fois, ce n'était pas pareil. J'étais restée bouche bée face à toutes ces choses et petit à petit, je me suis familiarisée et voilà, je m'occupe des tomates. La serre est une idée originale de l'architecte malien Amadou Sidibé qui cherche aujourd'hui à agrandir son exploitation de 1 à 10 hectares à 40 km de la capitale Bamako. Il a eu l'idée de construire une serre après avoir visité Israël, où le climat est similaire à celui du Mali. Sidibé affirme que contrôler l'eau est la clé qui permettra de vaincre le changement climatique. Ce petit ordinateur, bijou de technologie, se charge de l'irrigation de toute la ferme. Ça contrôle les quantités d'eau à donner à chaque plante. Et Dieu sait que dans cette ferme, on a plus de 40 000 plants. Et donc cet ordinateur se charge de donner la même quantité d'eau à toutes les plantes, la même quantité d'engrais. Sidibé Agrotechnique forme des futurs agriculteurs à ce nouveau modèle et partage son expertise avec une main-d'œuvre avide de nouvelles connaissances. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir, dit Sidibé. Cet architecte qui a conçu le monument de l'indépendance à Bamako ajoute que si rien n'est fait contre le changement climatique, l'Afrique ne pourra plus nourrir ses enfants.
Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, ce fut un week-end de pur basket ici aux États-Unis. Le 69e All-Star Game a été remporté hier à Chicago par l'équipe de LeBron James, 157-155. Contre-passage en force, faute lancée, contestation passionnée auprès des arbitres. Aucune des deux sélections des meilleurs joueurs de la NBA ne voulait céder au programme. Le sacre pour Tim LeBron, mais aussi un hommage vibrant à Kobe Bryant. Une enveloppe de $300 000 a été offerte par la NBA à l'association caritative choisie par l'équipe gagnante. Finalement, LeBron James, James Harden et autres sont allés chercher les points de la victoire, définitivement acquise sur un lancer d'Anthony Davis, auteur de 30 points en 20 minutes seulement de jeu. Eh bien, l'ailier des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, a reçu le trophée du meilleur joueur du match qui porte désormais le nom de Kobe Bryant. Le Français Rudy Gobert a pris part au All-Star Game pour la première fois. Il a perdu avec son équipe, mais l'essentiel pour lui, c'était de participer. On le suit. Je pense que ça a été une grande réussite, que ce soit pour les maillots ou la présentation avant le match, ou même le format avec les 24 points à la fin. Je pense que c'était vraiment top. Kobe nous a tous inspirés, juste par son approche, sa mentalité, sa détermination, son éthique de travail. Je pense que dans notre génération, en grandissant, en jouant au basket, on a tous voulu essayer d'avoir cette éthique de travail et ce drive pour gagner. Et je pense que Kobe l'inspirait vraiment. Et puis comme chaque année, Chicago a aussi accueilli le déjeuner annuel de la NBA Africa en marge de l'All-Star Game Weekend 2020, une occasion pour la NBA et la FIBA de dévoiler les 12 clubs et les maillots officiels de la Basketball Africa League, la première ligue professionnelle créée par la Ligue nord-américaine en dehors des États-Unis et du Canada. J'y étais pour vous. Voici mon compte rendu. C'est désormais une réalité. L'Afrique a sa ligue professionnelle. Et pour lancer ce nouveau joyau de la NBA sur le continent, la crème de la balle au panier a tenu à assister à cet instant historique. Dirigeants, anciennes et actuelles gloires du basket l'ont tous reconnu. Il est temps pour le continent d'abriter sa propre ligue professionnelle. Nous avons lancé la NBA Africa avec notre bureau à Johannesburg, mais notre implication en Afrique date de bien avant cela. De cette période à nos jours, nous avons 40 joueurs en NBA qui sont nés en Afrique ou qui sont de la première génération d'Africains. C'est incroyable. Un intérêt pour le continent qui a grandi et abouti à la création de cette ligue professionnelle de basketball. Les équipes qui participeront à cette saison inaugurale ont été présentées, de même que leurs maillots et équipements sponsorisés par Nike et Jordan Brand. Pour un début, la balle a mis les moyens pour s'assurer de la suivi du projet. Pour démontrer à quel point nous croyons à ce projet et à quel point nous croyons à notre opportunité en Afrique, nous allons investir lourdement au début pour nous assurer que les équipes aient les possibilités qu'il faut pour participer à cette saison inaugurale et au-delà. Une chance donnée par la NBA aux générations actuelles grâce aux efforts de leurs dévanciers. À travers ces compétitions, ces jeunes auront des idoles, des exemples qu'ils pourront suivre et se dire « moi aussi je peux le faire ». Ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais ici chez nous-mêmes on peut le faire. D'abord c'est une fierté et je suis vraiment content parce qu'on a travaillé sur ça. Et pour nous c'est une très très grande opportunité de s'affirmer. Après tous les efforts fournis à travers les joueurs africains en Amérique, il était temps pour nous maintenant d'être autonomes, de s'assumer. Voilà pourquoi cette ligue, elle est vraiment bien. Les champions des ligues nationales de l'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie se sont qualifiés d'office pour la saison inaugurale. Les 6 autres équipes viennent d'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda. Les clubs ont été divisés en 2 conférences de 6 chacune. Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Monastir et Salé accueilleront les rencontres. Les premiers matchs auront lieu à Dakar au Sénégal donc le 13 mars prochain. En marge de ce week-end des All-Star Games qui s'est tenu la 6e édition du Basketball Without Borders Global Camp. Entendez, camp de basket sans frontières, un rendez-vous annuel qui réunit les meilleurs espoirs de la balle au panier dans la ville où se jouent les All-Star Games. Chicago a donc accueilli les 64 jeunes garçons et filles qui ont bénéficié de 3 jours d'encadrement fait par des anciens de la NBA et des coachs d'élite. Reportage. Dribbler, attaquer, défendre, progresser avec ou sans ballon, shooter. Ces 64 garçons et filles âgés de 16 à 18 ans
et originaires de 34 pays ont étoffé leur connaissance du basket en l'espace de 72 heures sous les yeux attentifs des représentants des 30 équipes de la NBA. Ils sont différents de par leurs origines diverses, mais parlent un langage commun, celui de la balle au panier. Ce camp est une grande opportunité pour acquérir des connaissances auprès des coachs de la NBA. Nous commençons à développer des aptitudes individuelles, puis comment progresser et jouer ensemble, attaquer ensemble de différentes manières. Encadrés par des anciennes gloires du basketball, mais aussi par des stars montantes de la NBA, tels Pascal Siakam, le Camerounais des Toronto Raptors, ces jeunes garçons et jeunes filles rêvent d'évoluer en NBA, mais ils le savent très bien, cela passe par un travail acharné, comme ils l'ont si bien appris ici à cette 6e édition de la Basketball Without Borders Global Camp. Parmi ces 64 basketteurs, 10 garçons et 4 filles sont du continent africain. We're really excited here to see many of our African athletes from our NBA academy in Africa. Nous avons hâte de voir nos jeunes joueurs de l'académie de la NBA en Afrique atteindre le haut niveau. Des garçons comme Yasser de l'Égypte qui travaille dur, Ali Yibi du Nigeria qui a été MVP l'été dernier, Babacar Faye du Sénégal. Le Sénégal justement qui va abriter la saison inaugurale de la Basketball Africa League. Voilà, c'est tout pour les sports, on se retrouve demain. Les trompes de Brotteaux, leur grandement sourd et épais, associés au chant des pygmées Aka, encore appelé chant polyphonique des pygmées Aka, et qui depuis 2003 font partie de l'héritage culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, c'est le défi que s'est lancé Kamel Zekri, musicien et musicologue franco-algérien, pour la sortie de son nouvel album intitulé Polyphonie, Polyfolie. Une résidence d'une semaine organisée par l'Alliance française de Bangui a permis la création de 12 titres à découvrir dans quelques mois. Arriver à faire un projet de qualité avec les Ngo Brotteaux, oui, ça a marché. Avec les Pygmées Aka, oui, ça a marché aussi. Mais les deux ensemble, forcément, il y avait une grande part d'inconnus qui étaient les questions de rythme, les questions de mélodie, les questions de cycle de danse, les questions de toutes les technicités de la musique en tout cas se posent, même s'ils sont du même pays, mais ils ont quand même des techniques très différentes. Donc là, on a travaillé sur l'écoute déjà de chaque groupe. Chacun est présent, écoute la musique de l'autre jusqu'au moment où on a commencé à travailler sur des projets, un projet musical commun. Bien que ce soit la première fois que les deux groupes musicaux se produiront ensemble sur scène, cette collaboration artistique avec Kamel Zekri date de plus d'une vingtaine d'années. Cela fait longtemps que nous connaissons Kamel, depuis 2001. Nous avons eu à voyager ensemble. Nous sommes allés dans son pays, en Algérie et en Normandie. Puis, il y a eu des événements tragiques dans notre pays. Mais nous avons pu faire beaucoup de tournées. Polyphonie, polyfolie, c'est la rencontre de deux grands patrimoines musicaux importants en Centrafrique. D'un côté, la polyphonie vocale des Pygmées et de l'autre, la polyphonie instrumentale portée par les souffleurs de Brotteaux. Un projet musical qui participera au rayonnement artistique du pays sur le plan national et international, des concerts étant prévus dans les villes centrafricaines et en France à partir du mois de mai prochain. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi et bonsoir.